Bien, après ces réjouissances, on va en avoir maintenant d'autres, on va débattre sérieusement. Donc je demande à Henri Buzicazo de s'approcher et je vais lui laisser le soin de présenter nos invités et de les faire venir à la tribune. Merci, Président. Je voudrais remercier leur patience parce que je ne sais si M. Sellier ou M. Kaltenbach savaient toutes choses sur la fibre, mais maintenant ça y est. Ils ont peut-être aussi appris des choses sur la copropriété et les textes récemment pris, mais on va désormais les faire débattre. Alors je vais appeler par ordre alphabétique, alors pas de jaloux, parmi les élus, Philippe Kaltenbach, sénateur-maire de Clamart. Il a aussi été vice-président de la région Naguère, il y a encore quelques mois. On le remercie, ça devient un habitué de ces soirées, puisque il était là pour les précédentes, qui se tenaient en pleine campagne électorale, mais les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas. Il était dans l'opposition et il est insidieusement passé dans la majorité. Les Français en ont décidé ainsi. François Sellier, à sa suite, monsieur le député, alors, le Sellier n'est pas mort. Hein, François Sellier est là. Bon, pardon, je ne sais pas si c'est très drôle, mais je m'étais promis de le faire et je voudrais remercier infiniment. François Sellier est une institution dans notre secteur. Il a attaché son nom à un dispositif précieux pour notre secteur pendant plusieurs années. Je voudrais dire aussi de lui qu'on l'aime tellement qu'on a commis une faute dans le programme. Les organisateurs lui présentent des excuses. Comme on a beaucoup d'affection pour lui, on a élargi sa circonscription aux Yvelines. Il n'est pas député des Yvelines, il est député du Val d'Oise et vice-président de l'Assemblée départementale qu'il a d'ailleurs présidé entre 1997 et 2008. C'est facile d'être élu dans les Yvelines. Voilà, plus facile d'être élu dans les Yvelines. C'est pour ça que je voulais rétablir cette erreur et vous en présenter toutes nos excuses. Je voudrais dire aussi qu'il est le doyen de l'Assemblée nationale et qu'à ce titre, il a ouvert, comme il se devait, selon la tradition et les textes, la session parlementaire. Voilà. J'appelle à sa suite 3 représentants de la société civile, comme on dit. Alors, Denis Brunel, que je n'ai pas vu, mais je crois qu'il est là, voilà. Monsieur le Président, on étreint le nouveau président. Denis Brunel préside la Chambre des propriétaires qui représente la propriété immobilière à Paris et en Île-de-France. Il a pris ses fonctions il y a quelques semaines, on est très heureux de l'accueillir. Mais il a aussi une pensée sur la fiscalité. Je vous invite à acheter le livre qu'il a publié cet été sur la TVA. Voilà, une histoire de la TVA et une réflexion sur la TVA, fort intéressante. On verra la fiscalité tout à l'heure, vous le ferez avec compétence. Je voudrais également rappeler, alors je ne suis pas sûr qu'il soit là, Michel Fréchet, le président de la Confédération Générale du Logement. Il aurait été la voix des consommateurs, des locataires, mais comme on est plein de ressources, je vais faire quelque chose qu'on fait dans les avions. Vous savez, quand il y a un passager qui a un malaise, on demande s'il y a un médecin. Alors on a quelqu'un qui a un intérêt d'affaires. Il va falloir que vous l'encouragiez parce qu'il n'avait pas du tout prévu d'être sur la scène. Lui aussi est un habitué, c'est David Rodriguez. Il est le directeur juridique de la Confédération Logement et Cadre de Vie, la CLCV, très grande organisation, tout aussi estimable, tout aussi compétente que la CGL. Et bon, je lui ai demandé tout à l'heure s'il m'autorisait à faire cette petite surprise à l'Assemblée. Il le fait avec beaucoup de gentillesse. Alors, David, voilà, merci beaucoup. Il est... bon, voilà. Bon vous semble. Et puis, bien sûr, en représentant des professions que vous incarnez, pour la plupart dans cette salle, c'est Philippe Sellier, de Sellier à la tribune, monsieur le député. On est loin d'être mort. Voilà. Philippe Sellier est administrateur de la Chambre des métiers de l'immobilier, administrateur de biens, agent immobilier à la ville, et il est aussi membre du conseil d'administration de la CGAIM, Caisse de garantie de l'immobilier. Voilà. Alors, si vous voulez bien, un exercice simple, en 2 parties. Un exercice en 2 parties. Tout d'abord, je voudrais que vous réagissiez aux propos liminaires du président Camandola tout à l'heure, aux propos aussi de Jacques Laporte, qui nous
vous a rappelé ce qui s'était passé ces dernières semaines. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on sera un peu plus prospectif et on parlera des textes en préparation ou annoncés par le gouvernement pour les mois à venir. Alors, je vais peut-être, monsieur le député, monsieur le doyen de l'Assemblée nationale, je vais peut-être vous donner la parole d'abord. Si c'est pas trop là-dessus. Parce que c'est de la révérence, hein, vous l'avez compris. La révérence. Si j'ai oublié de dire aussi, je voulais vous dire qu'il avait une autre qualité. Il est directeur divisionnaire des impôts. Voilà, en retraite. Donc il s'est repenti. Ensuite, il a fait de la bonne fiscalité après avoir contrôlé les contribuables. Bon. Monsieur le député, vous êtes en opposition. Aujourd'hui, il vous est demandé de porter un regard et de voter sur les textes proposés par le gouvernement. À ce jour, on a déjà vu des textes réglementaires, pas de votre ressort immédiatement, mais vous avez évidemment une lecture des blocages, ça a été évoqué, on a fait des remous, 38 agglomérations concernées par ce blocage, décision qui avait été annoncée lors de la campagne. La promesse a été tenue. Un texte à l'initiative de Cécile Duflot sur le foncier, qui va en particulier débloquer le foncier de l'État et le mettre à disposition des opérateurs pour construire du logement social ou du logement privé. Dans ce texte, l'agrandissement des sanctions pour les communes qui ne tiennent pas les engagements de la loi SRU, mais aussi la promesse d'inverser la fiscalité pour que les terrains des particuliers viennent sur le marché. Et pour finir, un projet de loi de finances qui est examiné dès cet après-midi pour sa partie recette à l'Assemblée nationale, qui sera également ensuite au Sénat. Donc on est en pleine actualité. On sait déjà ce qui figure dans ce projet de loi de finances. Qu'en pensez-vous? On a parlé de l'arrivée d'un dispositif qui succède à celui que vous aviez porté. On sait aussi que le prêt à taux zéro va changer de calibrage. Voilà. Quel est votre avis aujourd'hui, à la fois d'experts du logement, tout le monde s'accorde à le dire, et puis de parlementaires de l'opposition? Bien, écoutez, je voudrais vous dire que je suis ravi d'être parmi vous. D'abord, j'ai entendu des propos idylliques du représentant d'Orange, et moi qui suis en charge dans mon département du déploiement de la fibre, j'ai été ravi d'entendre des propos aussi optimistes. Il faut quand même savoir que la plupart des gens attendront 10 ou 15 ans avant d'avoir accès à la fibre. Alors, je ne doute pas qu'à Palaiseau, ce soit un monde merveilleux, mais ça n'est pas le cas, malheureusement, dans le reste du pays, que ce soit en région parisienne ou ailleurs. Deuxième point, après, j'ai entendu des propos beaucoup plus sévères sur la politique qui est menée, qui a été menée dans le passé et qui est menée actuellement. Je partage une partie de cette sévérité, mais je n'en partage pas la totalité. Je crois qu'il faut être sévère pour tout le monde sur un point, c'est que le logement et la construction méritent de la stabilité. Et depuis des décennies, aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, ne soit capable d'assurer cette stabilité. Tout à l'heure, vous avez bien voulu, ça ne m'est pas désagréable, faire part d'un dispositif que je n'ai pas inventé, puisqu'il avait été créé par un ministre socialiste qui était M. Quilles à l'origine. Mon mérite dans cette affaire n'avait été que d'inciter le gouvernement, dans le moment où il y avait une grande difficulté et on voyait qu'on allait vers la catastrophe, à simplifier le dispositif qui existait précédemment, qui était le dispositif Robien, en le transformant en un dispositif plus juste par réduction d'impôts par rapport à un amortissement, et surtout en simplifiant, je voudrais dire, au maximum le dispositif. Le résultat ne s'est pas fait sentir, il y avait la crise, mais il y avait aussi la visibilité du dispositif. Et les gouvernements que j'ai soutenus pendant un certain nombre d'années n'ont eu de cesse, par le verdissement, par d'autres dispositifs, qui étaient sûrement tout à fait importants et intéressants, de faire d'alourdir le dispositif pour le rendre moins visible, jusqu'à la décision finale, qui était une mauvaise décision, du Premier ministre de retirer du budget
pour l'année 2012, un dispositif qu'on avait concocté avec les professionnels et avec le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, qui était de recadrer le dispositif qui fonctionnait vers le logement intermédiaire, en essayant de réduire le plus possible les difficultés que l'application du dispositif présentait. D'ailleurs, je retrouve, puisque vous m'interrogez sur le texte actuellement présenté dans la loi de finances, en fin de loi de finances par Mme Duflot, je retrouve l'essentiel de ce qui était dans le texte que nous avions prévu pour pérenniser le dispositif pendant 3 années supplémentaires au-delà du 1er janvier 2013. Donc, vous voyez, je ne tire pas uniquement sur un camp, je tire sur tous les camps. Et moi, j'incite effectivement chacun, ceux qui aujourd'hui sont aux affaires comme ceux qui l'ont quitté, de ne jamais oublier que ce qui est important dans ce domaine-là, qui est crucial, parce que tout le monde a l'air d'oublier des principes simples, mais la construction, le logement, c'est en fait le fondement de la prospérité d'un pays, sans compter tous les effets que ça peut avoir au plan social sur chacun des habitants, et que chacun doit faire en sorte d'avoir de la stabilité juridique. On n'en prend pas le chemin, et les textes qui ont été dénoncés tout à l'heure ne vont pas tous dans le bon sens. Il n'y en a qu'un seul qui va dans le bon sens. C'est que moi, je m'étais opposé au dispositif de taxation des plus-values tel qu'il a été voté par la majorité à laquelle j'appartenais, parce que j'estime qu'il était l'inverse de ce qu'il fallait faire. Et que, d'ailleurs, le ministre en charge, Benoît Apparu, avait justement prévu de modifier le dispositif dans ce sens, et que je crois que le texte qui a été pris, que j'ai sûrement voté dans le cadre de la discipline budgétaire, discipline parlementaire, n'est pas un bon texte. Et je crois qu'il a eu pour effet de restreindre le marché dans la mesure où les gens avaient intérêt à conserver les biens plutôt que de les mettre dans... Et là, si on modifie ce point, je pense que c'est une bonne disposition. La taxation des loyers, bon, on a vu que pour l'instant, elle était extrêmement modérée. Ça va poser des difficultés d'application extrêmement lourdes. Et moi, je voudrais bien qu'on comprenne une chose. Quand on parle de niveau de loyer, certes, ça n'est pas la manière dont le concevait avant Bercy et dont continue à le concevoir Bercy aujourd'hui. Le problème du logement, ce n'est pas un problème de coût du logement dû à ce que les profits des uns et des autres seraient excessifs. Le problème, c'est une question de marché, dans la mesure où il y a une demande qui est considérablement plus forte que l'offre de logement. Il est bien évident que les prix ont tendance à monter. C'est un principe général d'économie qu'il ne faut jamais oublier. Et on peut dire tout le mal que l'on veut du dispositif d'aide à l'investissement locatif, mais il avait comme principal objectif, non pas de permettre aux gens de réduire le montant de l'impôt dû. Vous avez rappelé ce qu'était ma carrière, et je disais devant de nombreuses assemblées, écoutez, pendant 30 ans de ma vie, j'ai passé mon temps à faire que les gens paient les impôts qu'ils devaient. Ça n'est pas sur mes vieux jours que je vais passer mon temps à faire en sorte qu'ils en paient moins. S'ils en paient moins, c'est parce que c'est du donnant-donnant, c'est l'intérêt général. On a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de bailleurs et que les bailleurs mettent sur le marché des logements supplémentaires. Alors voilà. Je n'ai pas répondu à l'ensemble de vos questions, mais je pense que j'ai déjà été trop long et si vous m'en donnez l'occasion, j'ai encore plein de choses à dire sur ces questions. Ce sera le cas. Philippe Kaltenbach, les décisions prises jusqu'à présent ou inspirées, sont-elles les bonnes? Est-ce que toutes les promesses que vous aviez notamment présentées il y a quelques mois en cours de campagne ont été tenues? Qu'en est-il de celles qui vont l'être? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de revenir devant vous, puisque c'est vrai, il y a quelques mois, nous avons eu un débat un peu similaire, mais les rôles étaient inversés. Et c'est toujours un plaisir pour moi que de débattre avec des professionnels de l'immobilier, parce que ça a été dit, l'immobilier joue un très grand rôle, un rôle économique indéniable, mais aussi un rôle social, puisque c'est grâce à vous que les personnes peuvent se loger dans de bonnes conditions. Et je crois qu'il faut en effet que les professionnels de l'immobilier soient complètement associés aux décisions concernant leur profession et le secteur dans lequel ils travaillent. Alors, c'est vrai qu'il y a eu du changement au printemps dernier.
C'est vrai que les questions du logement étaient au cœur de la campagne électorale parce que c'est devenu un souci majeur pour un nombre important de nos concitoyens. Et sur ce dossier, depuis le mois de mai, on peut dire que l'actuel gouvernement tient les engagements qui avaient été ceux du candidat François Hollande, puisqu'il n'y a pas eu de surprise dans les différentes dispositions qui ont été prises, que ce soit par décret ou par des lois. Les choses avaient été annoncées, elles ont été mises en place, et assez rapidement, parce que je crois qu'il faut insister là-dessus aussi, il y a urgence. Il y avait urgence à ce que le gouvernement et le Parlement interviennent, parce qu'il y a une crise du logement sans précédent, qu'il y a de très nombreuses familles qui n'ont pas de logement, ou des logements dans des conditions qui ne sont pas de bonnes conditions, parce qu'on a une crise de l'offre, parce qu'on voit des prix qui s'envolent, et donc tout ça fait que les pouvoirs publics doivent intervenir. Si tout était parfait dans le meilleur des mondes, les pouvoirs publics n'interviendraient pas. Il n'y a pas besoin de faire des décrets pour organiser les choses si tout marche spontanément, parfaitement. Il n'y a pas besoin de loi si tout fonctionne. Lorsque le gouvernement ou le législateur intervient, c'est qu'il y a des difficultés, que ces difficultés posent des problèmes dans la société, et donc il faut faire des textes pour organiser, réglementer et permettre un meilleur fonctionnement. Alors qu'est-ce qui a été fait depuis quelques mois pour permettre un meilleur fonctionnement et lutter contre des difficultés qui se trouvent posées aux familles? Il y a tout d'abord le décret du flot, qui ne vise pas à bloquer les loyers, ça a été dit par plusieurs intervenants, mais je voudrais rectifier, il s'agit d'un décret pour encadrer les loyers, pas les bloquer, puisque les loyers pourront augmenter de l'IRL chaque année, et que les propriétaires qui feront des travaux auront des dérogations pour négocier une augmentation supérieure. Donc il n'y a pas de blocage des loyers, c'est une mauvaise interprétation, c'est un encadrement qui doit être temporaire, puisque l'objectif n'est pas d'avoir un encadrement de manière éternelle, mais pour quelques années, de façon à ce que le temps que le marché de l'offre et de la demande se régule, on mette fin à des abus où on avait parfois des loyers qui augmentaient de manière considérable et étranglaient les familles. On a parlé de 3 ans, une durée de 3 ans. 3 ans, voilà, ça me semble raisonnable, on refera le point dans 2 ans et demi pour voir où on en est, puisque c'est 2 chiffres qu'il faut avoir en tête, hein. Il y a à peine 5 ou 6 ans, les Français consacraient en moyenne 18% de leurs revenus au logement. Je mélange tout, hein, ceux qui remboursent des prêts, ceux qui payent des loyers, les charges, etc. C'est 18% des revenus des familles étaient consacrés au logement. En quelques années, on est passé à 25%. Ça ne peut plus durer. Parce qu'on peut toujours se battre pour obtenir quelques augmentations de rémunération ici ou là, obtenir la possibilité de payer un peu moins d'impôts ici ou là, si dans le même temps, une charge obligatoire qui est celle du logement augmente de manière considérable, eh bien on attaque très très violemment le pouvoir d'achat des familles. Donc c'est un décret qui a été pris pour les agglomérations tendues, où les loyers s'envolaient, donc ça concerne une petite partie de la France, quand même, on met les choses à leur juste mesure, c'est pour 3 ans, et c'est pas un blocage, c'est un encadrement, les loyers à la relocation pour augmenter de l'IRL, et s'il y a des travaux, on pourra aussi augmenter les loyers de manière plus importante. Ça c'est le premier décret dans l'urgence pour répondre à une situation difficile pour des familles, notamment en région parisienne. Je suis un élu de la région parisienne et je connais bien ces difficultés, on voit les loyers s'envoler, les prix des biens aussi augmenter fortement. Ensuite, il y a eu la loi qui a été votée récemment, en dernière lecture, hein, il y a quelques jours, le 9 octobre, avec 2 grandes dispositions qui aussi étaient attendues. 1, la mise à disposition du foncier de l'État et de ses établissements, RFF, Hôpitaux de Paris, etc., etc. On appelle les opérateurs. Les opérateurs de l'État, avec des décotes qui pourront aller jusqu'à la gratuité. Donc ça va permettre de mettre sur le marché des terrains en nombre important et ça va permettre d'accélérer la construction de logements, beaucoup en social c'est vrai, mais aussi en privé parce qu'il faut assurer une mixité dans ces opérations. Donc je crois que ça va permettre, c'est un des souhaits aussi du gouvernement, de relancer la construction parce qu'il y a une demande forte, c'est bien aussi pour le bâtiment, pour l'emploi, et ça répond à un besoin, demande forte de logement. Ça c'était le premier aspect du dispositif de la loi. Le deuxième aspect concerne le logement social de manière plus ciblée, avec dans les zones tendues le passage de 20 à 25% de logements sociaux, parce qu'on a une très forte demande de logements sociaux dans les zones tendues, l'augmentation des sanctions, parce que c'est vrai que globalement la loi SRU a permis la construction de logements sociaux, mais certaines villes,
minoritaires, c'est vrai, hein, ne jouaient pas le jeu, refusaient d'appliquer la loi, et donc il fallait trouver le moyen de les inciter un peu plus fortement à appliquer la loi. C'est ce que le texte qui vient d'être voté va permettre. On va faire un effort supplémentaire pour le logement social, et on va sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Ils sont peu nombreux, il ne faut pas jeter la pierre aux élus en général, aux élus d'un camp, c'est pas vrai, il y a de nombreux élus qui ont fait des efforts importants pour respecter la loi, certains n'ont pas fait, ils seront sanctionnés. Petite parenthèse, ce texte fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Bon, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel, hein, les sages décideront. Bon, je ne suis pas inquiet, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce texte. Hein, c'est la procédure, peut-être pour éclairer la procédure d'urgence. Bon, jusqu'à maintenant, le voilà. Conseil constitutionnel n'a jamais sanctionné une loi en raison de la procédure d'adoption. Donc ça serait une première, il faut toujours faire attention avec le Conseil constitutionnel. Il peut innover, il peut créer une jurisprudence. Bon, voilà, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de loi sanctionnée pour ces motifs. On verra si c'est le cas. J'imagine que le gouvernement trouvera d'autres moyens de refaire adopter la loi dans des conditions. Bon, je crois qu'il y a une bataille de procédure qui est menée, mais qui ne mènera pas très loin. Et je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que les dispositions qui ont été votées vont s'appliquer. Et là aussi, ça correspondait à des engagements du président de la République. Donc il tient ses engagements. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Certains reprochent qu'il y ait des modifications dans les lois qui concernent notre secteur. Bon, quelque part, c'est normal. Il y a un changement de majorité. Donc là, une nouvelle équipe se met en place, au moins pour 5 ans. J'espère plus, mais c'est au moins pour 5 ans. Et c'est vrai que durant les 5 années qui viennent, ces dispositions vont s'appliquer. Voilà, donc il faut tenir compte du vote des Français et faire en sorte que ces dispositions puissent être le mieux adaptées possible aussi à vos besoins professionnels. Monsieur Sénier, vous êtes prêt à 5 ans d'opposition? Il n'y a pas de choix, de toute façon, ce sera mon champ du signe. Alors. Donc voilà, maintenant le débat qui semble plus intéressant, puisque là on est vraiment